Après le décès de ma femme, je donnais toujours un peu d'argent aux sans-abri qui vivaient en face de la bibliothèque. Un jour, il m'a pris la main et m'a dit « Vous avez été trop bon. Ne rentrez pas chez vous ce soir. Allez à l'hôtel. Demain, je vous montrerai pourquoi. » Et quand je me suis réveillé le lendemain, la réalité que j'ai découverte a tout changé. Je m'appelle Fernand et cette histoire commence 3 ans après la perte de ma femme, Carla, dans un accident de voiture. Elle était tout pour moi. 17 ans de mariage, 2 beaux enfants, une vie qui semblait parfaite, mais le destin avait d'autres projets. En ce jour pluvieux de mars, elle est sortie chercher des médicaments et n'est jamais revenue. Dans les premiers mois suivant sa disparition, je n'arrivais tout simplement pas à fonctionner. Mes enfants, Lucas et Marine, sont allés vivre chez ma sœur, car je n'étais pas en état de m'occuper d'eux. Je passais des heures à errer sans but dans les rues, essayant de trouver un sens à tout cela. C'est lors de ces promenades que j'ai rencontré Albert, le sans-abri de la bibliothèque. Albert avait environ 60 ans, des cheveux gris et un regard qui portait 1000 histoires. La première fois que je l'ai vu, il lisait un vieux livre de philosophie. Cela m'a surpris. Nous avons discuté brièvement et j'ai réalisé qu'il n'était pas un sans-abri ordinaire. Il y avait une sagesse différente chez cet homme qui vivait dans la rue. À partir de ce jour, chaque fois que je passais par là, je laissais un peu d'argent à Albert. Ce n'était pas grand-chose, 5, 10, parfois 20 euros. Pour moi, c'était faire quelque chose de bien au milieu des ténèbres dans lesquelles je vivais. Albert me remerciait toujours avec un sourire gentil et des mots qui semblaient comprendre exactement ce que je ressentais à ce moment-là. Avec le temps, ces brèves conversations sont devenues plus longues. Albert me racontait des histoires sur des gens qu'il connaissait, sur les secondes chances, sur le fait de ne pas abandonner même quand tout semble perdu. Il y avait quelque chose dans sa sagesse qui me faisait me sentir moins seul. Et lors d'une de ces conversations, il a mentionné quelque chose qui m'a profondément intrigué. « Fernand, a-t-il dit par une journée froide, parfois les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, et parfois les gens que nous aimons gardent des secrets pour nous protéger. » Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. J'ai simplement hoché la tête et continué ma promenade. Mais ces mots ont résonné dans mon esprit pendant des jours. Ce qu'il essayait de me dire est devenu clair 3 semaines plus tard, quand tout a basculé. C'était un mardi après-midi et je rentrais du travail quand je me suis arrêté pour saluer Albert, comme je le faisais toujours. Mais cette fois, il était différent. Il y avait une urgence dans son regard que je n'avais jamais vue auparavant. Il s'est levé rapidement quand il m'a vu approcher sur le trottoir. « Fernand, je dois vous parler, » a-t-il dit, agrippant mon bras avec une force surprenante. « Vous avez été trop bon avec moi tous ces mois, meilleur que je ne le mérite. Et pour cette raison, je dois vous dire quelque chose d'important. Ne rentrez pas chez vous ce soir. Prenez une chambre d'hôtel, s'il vous plaît. Faites-moi confiance. Demain matin, je vous expliquerai tout. » J'étais complètement confus. « Albert, de quoi parlez-vous? Pourquoi ne pourrais-je pas rentrer chez moi ?» Il a regardé autour de lui nerveusement, comme s'il avait peur d'être entendu. « Je ne peux pas vous expliquer maintenant, mais si vous me faites confiance, faites ce que je vous demande juste pour ce soir. Restez à l'hôtel et retrouvez-moi ici demain à 8 heures. » J'ai vu quelque chose dans sa voix, une sincérité désespérée qui m'a convaincu. Contre toute logique, j'ai décidé de suivre le conseil d'Albert. J'ai appelé ma sœur, prétextant que je devais rester une journée de plus en ville à cause d'une réunion tardive. J'ai réservé une chambre dans un hôtel modeste et j'ai passé la nuit entière sans dormir, imaginant ce qui pouvait bien se passer. Le lendemain matin, à 7h45, j'étais déjà devant la bibliothèque. Albert est arrivé ponctuellement à 8 heures, mais il n'était pas seul. Avec lui, il y avait une femme d'environ 50 ans, bien habillée, qui portait un porte-documents. « Fernand, » a dit Albert d'une voix grave. « Voici maître Patricia Mendès. Elle est avocate et a quelque chose de très important à vous dire. » L'avocate m'a salué formellement et a suggéré que nous allions dans un café voisin. Assis à une table au fond, elle a ouvert son porte-documents et en a sorti plusieurs documents. « Monsieur Fernand, ce que je vais vous dire va être difficile à entendre, mais c'est extrêmement important. Votre maison a été cambriolée la nuit dernière. La police est sur place en ce moment même pour effectuer une inspection complète. » Mon cœur s'est emballé. Cambriolé. Comment savez-vous cela? Et pourquoi Albert savait-il que cela allait arriver? L'avocate a pris une profonde inspiration avant de continuer. Parce qu'il travaille avec moi depuis 6 mois sur une enquête concernant un gang spécialisé dans le cambriolage de maisons de personnes ayant récemment perdu leur conjoint. Il profite de la vulnérabilité des victimes. J'ai regardé Albert, incrédule. « Vous n'êtes pas un vrai sans-abri. » Il a secoué la tête. « Non, Fernand. Je suis détective privé.
J'ai été engagé il y a 8 mois par une compagnie d'assurance pour infiltrer ce réseau et le démanteler. Ils ont déjà cambriolé 17 maisons au cours des 2 dernières années et nous avons découvert que vous étiez la prochaine cible. Mon esprit tournait à toute vitesse, essayant de traiter tout cela. Mais comment m'ont-ils choisi? Comment savaient-ils pour moi? Maître Mendes a sorti un autre document. Ils ont un informateur qui travaille au service de l'état civil à la mairie. Chaque fois que quelqu'un perd un conjoint, surtout quelqu'un avec une maison bien située et sans sécurité renforcée, cette personne reçoit une liste. Et ce n'est pas tout, a continué Albert. Le chef du gang est quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un de très proche. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Qui? Albert a échangé un regard avec l'avocate avant de répondre. Votre beau-frère Robert, le mari de votre sœur. Le monde a semblé s'effondrer autour de moi à ce moment-là. Robert, l'homme qui m'avait consolé aux funérailles, qui m'avait aidé avec la paperasse. Ça n'a pas de sens, ai-je dit, ma voix tremblante. Robert a une entreprise prospère. Il n'a pas besoin de voler qui que ce soit. Maître Mendes a secoué la tête tristement. Son entreprise est en faillite depuis 2 ans. Il a caché cela à tout le monde, y compris à votre sœur. Les dettes se sont accumulées et il est entré dans le monde du crime pour tenter de se refaire financièrement. Albert a pris son téléphone et m'a montré plusieurs photos. Robert discutant avec des hommes suspects. Robert étudiant un plan de ma maison. Robert recevant de l'argent dans un parking sombre. Les preuves étaient indéniables. La nuit dernière, a expliqué Albert, 3 hommes du gang ont tenté de pénétrer chez vous, mais la police les attendait déjà. Ils ont été arrêtés en flagrant délit. Et Robert, ai-je demandé, ressentant un mélange de colère et de tristesse. Il a été arrêté ce matin, a répondu l'avocate. Il est en train d'être interrogé. Les preuves sont suffisantes pour une lourde condamnation, mais il y a autre chose que vous devez savoir, Fernand. Quelque chose concernant votre femme, Carla. Mon cœur s'est arrêté. Carla, qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça? Albert a pris une grande inspiration. Au cours des 3 derniers mois d'enquête, nous avons découvert quelque chose de perturbant. L'accident de voiture qui a coûté la vie à Carla n'était pas exactement un accident. Robert a trafiqué les freins de sa voiture. Il avait besoin que vous soyez seul et vulnérable pour que son plan fonctionne. Carla était trop forte, trop vigilante. Avec elle vivante, vous n'auriez jamais été une cible facile. Des larmes ont commencé à couler sur mon visage. La douleur que je pensais avoir appris à porter est revenue avec une force totale, mais maintenant accompagnée d'une rage profonde. L'avocate a posé sa main sur la mienne. L'enquête de police est en cours. Les expertises techniques du véhicule ont été réexaminées et confirment le sabotage. Robert sera également inculpé pour homicide. J'ai passé les minutes suivantes dans un silence absolu, essayant d'absorber le poids de cette révélation. Albert, qui était devenu une sorte de confident ces derniers mois, était en fait la personne qui avait sauvé non seulement mes biens matériels, mais peut-être ma propre vie. Et mon beau-frère était responsable de la mort de la femme que j'aimais. La trahison était inimaginable. Fernand, a dit Albert doucement, je sais que c'est beaucoup à assimiler, mais il y a une raison pour laquelle je me suis rapproché de vous, au-delà de l'enquête. Quand j'ai commencé à vous observer, j'ai vu un homme détruit par la douleur, mais encore capable de gentillesse. Vous me donniez de l'argent, vous parliez avec moi, vous me traitiez comme un être humain. Cela m'a rappelé pourquoi je fais ce métier, pourquoi je cherche la justice. Ces dernières semaines, quand nous avons découvert l'implication de Robert dans l'accident de Carla, j'ai voulu vous le dire immédiatement, mais Maître Mendes m'a convaincu que nous avions besoin de preuves solides d'abord. Nous ne pouvions pas risquer qu'il échappe à la justice pour un vice de procédure. Alors, nous avons tenu bon, réuni chaque élément de preuve, chaque témoin, chaque document nécessaire. Maître Mendes a ouvert une autre section du dossier. Il y a une autre information que vous devez connaître. Votre sœur, Claudine, ne savait rien. Elle est complètement dévastée par ces découvertes. Elle est suivie par des psychologues et a proposé de témoigner contre son mari. Elle veut justice pour votre femme autant que vous. Cela m'a apporté un léger soulagement. Au moins, ma sœur n'était pas impliquée. Et ses enfants? Ai-je demandé en pensant à Lucas et Marine. Ils ne savent encore rien. Nous avons pensé qu'il valait mieux que vous le leur disiez vous-même de la manière que vous jugerez appropriée, a répondu l'avocate. Nous avons des pédopsychiatres disponibles pour aider dans ce processus. Il est important qu'ils comprennent ce qui s'est passé, mais d'une manière qui ne les traumatise pas davantage. Dans les jours qui ont suivi, ma vie a de nouveau été bouleversée, mais cette fois d'une manière complètement différente. Le procès de Robert et de ses complices a été rapide. Les preuves étaient accablantes.
Il a été condamné à 28 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire, association de malfaiteurs, vol multiple et autres crimes. Les autres membres ont également reçu de lourdes peines. Ma sœur Claudine a demandé le divorce immédiatement et a repris son nom de jeune fille pour se distancier du scandale. Elle est venue me voir les larmes aux yeux, demandant pardon d'avoir épousé un monstre. Je l'ai serrée dans mes bras et lui ai dit qu'elle était aussi une victime dans cette histoire. Notre relation, bien qu'ébranlée, a commencé lentement à se reconstruire sur une base de vérité et de soutien mutuel. Lucas et Marine ont mis du temps à tout assimiler, comme on pouvait s'y attendre. Découvrir que l'oncle qu'ils aimaient était responsable de la mort de leur mère a été dévastateur. Mais avec l'aide d'une thérapie et beaucoup d'amour, ils ont commencé à trouver un nouvel équilibre. Ils sont revenus vivre avec moi et notre maison, bien qu'encore marquée par l'absence de Carla, a recommencé à vibrer de vie et d'espoir. Quant à Albert, notre amitié a continué même après la fin de l'enquête. J'ai découvert que son vrai nom était Albert Ferrand, un ancien policier devenu détective privé après sa retraite. Il avait perdu sa propre femme d'un cancer 10 ans plus tôt et comprenait ma douleur d'une manière que peu de gens pouvaient comprendre. Nous étions deux veufs cherchant du sens et de la justice. Un jour, quelques mois après le procès, j'ai invité Albert à dîner chez moi. Lucas et Marine, qui connaissaient déjà sa véritable histoire, étaient fascinés d'écouter ses aventures de détective. Ce soir-là, alors que nous prenions le café après le dîner, Albert m'a tendu une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé. « Ouvre » a-t-il dit avec un sourire mystérieux. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient les statuts d'une fondation. « Fondation Espoir Carla » ai-je lu à voix haute. « C'est quoi ça, Albert » Il s'est penché en avant. Ces derniers mois, en utilisant une partie de l'argent récupéré des crimes de Robert et avec des dons de personnes ayant entendu votre histoire, nous avons créé une fondation au nom de Carla. Elle aidera les familles qui ont perdu des êtres chers lors de crimes violents. Les larmes me sont montées aux yeux, mais cette fois, c'était des larmes de gratitude et d'espoir. Albert, je ne sais pas quoi dire. Il a souri chaleureusement. Tu n'as rien à dire. Carla a dédié sa vie à aider les autres en tant qu'assistante sociale. Cette fondation va perpétuer cet héritage et toi, Fernand, tu en seras le président, si tu le veux bien sûr. La décision t'appartient, mais j'ai pensé que cela aurait du sens. J'ai accepté sans hésiter. Dans les mois suivants, la fondation a commencé à prendre forme. Nous offrions un soutien psychologique, une assistance juridique et une aide financière aux familles dévastées par le crime. Chaque personne que nous aidions était une façon d'honorer la mémoire de Carla et de transformer notre douleur en quelque chose de positif pour le monde. C'était à la fois thérapeutique et significatif pour nous tous. Un an après tous ces événements, nous avons organisé un événement pour célébrer le premier anniversaire de la fondation. Plus de 200 personnes étaient présentes, y compris des familles que nous avions aidées, des professionnels bénévoles et des membres de la communauté. Sur scène, me préparant à parler, j'ai regardé le public et j'ai vu mes enfants au premier rang, souriant avec la fierté d'avoir retrouvé leur père. Il y a un an, ai-je commencé mon discours, j'étais perdu dans l'obscurité, sans savoir comment continuer. Un sans-abri devant une bibliothèque m'a montré que, même dans les moments les plus sombres, il y a des gens qui travaillent silencieusement pour apporter la lumière. Albert n'a pas seulement sauvé ma vie et découvert la vérité sur la mort de ma femme, il m'a montré qu'il est possible de transformer une tragédie en mission. Après l'événement, Albert et moi sommes restés discuter tard. « Tu sais, a-t-il dit pensivement, quand j'ai accepté cette affaire, c'était juste une enquête de plus. Mais travailler avec toi m'a rappelé pourquoi j'ai choisi cette profession. Pour faire une différence, pour apporter la justice, pour aider les gens bien qui ont été blessés par des gens mauvais. » J'ai acquiescé, ressentant une profonde gratitude pour tout ce qu'il avait fait pour moi. L'histoire de l'homme qui, afin d'être un sans-abri pour sauver ma vie, s'est répandue sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux. Nous avons reçu des centaines de messages de personnes partageant leurs propres histoires de perte et de résilience. La fondation a commencé à recevoir des dons de tout le pays. L'héritage de Carla grandissait d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer en ces jours sombres. Aujourd'hui, 3 ans après que tout cela soit arrivé, je peux dire que j'ai trouvé la paix. Ce n'est pas comme avant. L'absence de Carla fait toujours mal chaque jour, mais j'ai appris que nous pouvons porter notre douleur et tout de même construire quelque chose de beau. La fondation a déjà aidé plus de 500 familles. Lucas est à l'université en train d'étudier le droit, inspiré par la quête de justice dont il a été témoin. Marine veut devenir psychologue pour aider les personnes traumatisées. Elle dit que la thérapie lui a sauvé la vie et elle veut maintenant faire de même pour les autres. Quant à Robert, il a épuisé tous ses recours légaux et purge sa peine en prison ferme. Ma sœur Claudine a reconstruit sa vie, a trouvé une nouvelle relation saine et travaille souvent comme bénévole à la fondation que nous avons créée. Elle dit que c'est sa façon d'honorer la mémoire de sa belle-sœur et de se racheter pour n'avoir pas perçu les signes de ce que son ex-mari faisait.
Et Albert? Il est devenu directeur des enquêtes de la Fondation. Il utilise son expérience pour former d'autres enquêteurs et pour développer des programmes de prévention du crime. Sa sagesse et sa compassion continuent d'inspirer tous ceux qui l'entourent chaque jour. Et parfois, juste pour le plaisir, il va encore à la bibliothèque, s'assoit au même endroit où nous avions l'habitude de discuter et lit ses livres de philosophie. Quand je passe par là et que je le vois, je m'arrête toujours pour parler. Ce sont des moments qui me rappellent d'où nous sommes partis et le chemin parcouru, comment une simple gentillesse peut déclencher une série d'événements qui changent des vies pour toujours. Parfois, je pense à ce qui se serait passé si je n'avais pas fait confiance à Albert ce soir-là. Si j'avais ignoré son avertissement et été rentré chez moi, je serais probablement mort à l'heure qu'il est. Et la vérité sur la mort de Carla n'aurait jamais été découverte. Robert serait toujours libre, commettant des crimes, détruisant d'autres vies. C'est effrayant de penser à quel point tout aurait pu être différent. J'ai tiré des leçons profondes de cette expérience. J'ai appris que la bonté compte, même envers des inconnus. Que faire confiance à notre instinct peut sauver des vies. Que la justice, bien que parfois lente, peut prévaloir. Et plus important encore, j'ai appris que même des tragédies les plus profondes, nous pouvons tirer un but et un sens si nous sommes prêts à transformer notre douleur en action positive. Alors, si vous traversez des moments difficiles en ce moment, si vous avez perdu quelqu'un que vous aimiez, si vous sentez qu'il n'y a pas d'issue, je veux que vous sachiez une chose. Il y a des gens autour de vous qui travaillent pour aider, même si vous ne les voyez pas. Il y a des chemins vers la guérison, même quand il semble impossible à trouver, et votre douleur peut se transformer en quelque chose qui illumine le chemin pour d'autres qui souffrent. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre d'une femme d'un autre département. Elle avait perdu son mari dans un cambriolage et pensait à tout abandonner, mais elle a entendu mon histoire, a contacté la fondation et a reçu le soutien dont elle avait besoin pour continuer. Maintenant, elle reconstruit sa vie et élève ses 3 enfants avec un espoir renouvelé. Cette lettre m'a rappelé pourquoi tout cela en valait la peine. Carla disait toujours que chaque personne que nous rencontrons mène une bataille que nous ignorons, qu'un simple acte de gentillesse peut changer le cours de la vie de quelqu'un. Elle a vécu selon ses principes et maintenant j'essaie de faire de même. Chaque fois que j'aide quelqu'un à travers la fondation, je sens que je maintiens son esprit vivant, honorant qui elle était et tout ce qu'elle représentait. Voilà donc mon histoire. L'histoire de comment un sans-abri, qui n'était pas vraiment un sans-abri, a sauvé ma vie, démasqué un assassin et m'a aidé à transformer une tragédie personnelle en mission collective. C'est une histoire sur la confiance, sur la justice, sur le pouvoir de la bonté et sur la façon dont le mal, peu importe à quel point il est proche ou déguisé, finira par être exposé à la lumière. Et s'il y a quelque chose que j'aimerais que vous reteniez de cette histoire, c'est ceci. Ne sous-estimez jamais l'impact que vous pouvez avoir sur la vie de quelqu'un. Un simple acte de bonté, comme donner quelques euros à un sans-abri, peut créer une chaîne d'événements qui change tout. Albert est entré dans ma vie déguisé en quelqu'un qui avait besoin d'aide, mais en réalité, il était l'ange dont j'avais besoin sans le savoir. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois que chaque pas, chaque choix, chaque moment de douleur et chaque moment d'espoir m'a mené jusqu'ici. La fondation continue de grandir, mes enfants s'épanouissent, ma relation avec ma sœur est guérie. Et Albert reste l'un de mes meilleurs amis, un rappel constant que les héros existent. Ils ne portent simplement pas toujours de cap ou ne cherchent pas la reconnaissance publique. Et quant à vous, si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si elle vous a fait réfléchir sur votre propre vie, vos propres choix, alors elle a rempli son objectif. Parce qu'au final, nous sommes tous connectés, nous avons tous le pouvoir d'aider ou de nuire. Et je choisis de croire qu'il y a plus de gens comme Albert dans le monde que de gens comme Robert. Et cette croyance est ce qui me permet de continuer à avancer. Vous êtes sur la chaîne Les Liens du Passé.